3. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live, au cours duquel nous allons évidemment évoquer assez longuement les modalités liées au déconfinement, désormais prévu le 11 mai prochain, c'est-à-dire lundi prochain. Nous allons venir rapidement aux questions des internautes, mais est-ce que dans un premier temps, vous voulez bien nous brosser la situation concernant un sujet qui est très attendu et qui est d'actualité, c'est celui des masques. Alors ils sont là, ils sont bien arrivés et ils seront livrés ce dimanche, distribués ce dimanche aux Anglois. D'abord, très heureux de retrouver chacune et chacun d'entre vous. Oui, bien évidemment, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est les masques. Donc, effectivement, quand le président de la République a dit le lundi soir qu'il fallait que pour prévoir le déconfinement, il fallait que chaque citoyen soit équipé d'un masque de protection. Donc, on s'est mis au travail, on a regardé, notamment avec l'agglomération, comment on pouvait commander des masques de manière à être présent à ce rendez-vous. Ce rendez-vous sera tenu puisque une distribution de masques est prévue dès ce dimanche pour tous les Anglois qui souhaitent venir le retirer. Comment nous avons prévu cette distribution? Tout simplement avec un lieu que les Anglois connaissent bien parce qu'ils l'ont fréquenté il y a peu. Et c'est pas, alors là je le dis parce que c'est souvent quelquefois un sujet qui peut être à polémique, on n'a pas reconstitué des bureaux de vote. C'est qu'on se sert de l'endroit de la situation géographique du bureau de vote pour y faire ce qu'on appelle un drive, que les citoyens anglois qui sont inscrits dans ce bureau de vote viennent retirer leur masque. Donc ils pourront venir y retirer à titre personnel ou à titre d'une famille avec présentation de justificatif, que ce soit une pièce d'identité pour qu'on soit sûr qu'ils soient dans le bon bureau de vote et le livret de famille pour l'ensemble de la famille. Et donc on n'est pas en train de recréer des bureaux de vote. Je pense que les Anglois ont bien voté il y a quelques mois, et quelques semaines, pardon, et on va pas recommencer. Donc, le lieu du bureau de vote, c'est un lieu géographique, mais c'est le système d'un drive où les Anglois auront la possibilité de venir dimanche matin, sur des horaires donnés. Chaque Anglois a dû recevoir dans sa boîte aux lettres un flyer où ils vont pouvoir avoir tout ça, toutes les informations nécessaires pour venir retirer le masque. Si tant est, il y a des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et qui ne sont pas habitués à aller vers un bureau de vote, eh bien ils viendront à la mairie, ici, pour retirer leur masque avec toujours pareil, la carte d'identité, un justificatif du domicile. Et si par cas, parce que ça pourra arriver aussi, des gens ne peuvent pas être là dimanche présents pour venir retirer le masque pour des raisons X ou Y, eh bien ils appelleront à la mairie et ils feront le 0800, je rassure tout le monde, c'est un numéro gratuit qui est sur la petite affiche, et ils pourront venir prendre rendez-vous et revenir retirer le masque dans la semaine qui suit. Je veux dire aussi, parce que c'est important, pour les personnes âgées qui sont sous l'égide du CCAS, c'est les auxiliaires de vie qui vont venir remettre les masques à ces personnes spécifiques. Donc elles n'auront pas besoin à se déplacer. Donc voilà, on a essayé d'organiser ça le mieux possible avec me semble-t-il, quelque chose qui me paraît judicieux de manière à pouvoir répondre en une journée à une livraison maximale de masques, parce que c'est toujours difficile si on veut les envoyer par la poste, c'est toujours difficile si on veut les mettre dans les boîtes aux lettres. Qu'est-ce qui justifie de mettre un masque plutôt que deux, etc., etc. Est-ce que bon, là, je pense que le bon système, semble-t-il, c'est celui-là. Je rassure les Anglois, on n'est pas sur un bureau de vote avec tout le système de bureau de vote. Je veux dire aussi que les gens qui vont recevoir les Anglois pour leur remettre le masque, il va y avoir toutes les précautions de sécurité sanitaire qui vont être mises en place à cet ordre-là, c'est-à-dire distanciation entre les personnes qui vont attendre pour aller récupérer le masque, et bien sûr tous les gens qui vont recevoir les personnes dans les bureaux de vote, dans les bureaux, oui, des lieux de vote, seront aussi équipés de matériel. Donc il n'y a aucun risque. Puis je veux signaler que ça n'a peut-être pas échappé à tout le monde. On a pris la décision de le faire le dimanche 10, c'est-à-dire la veille du déconfinement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de risque, puisque le lendemain, tout le monde sera déconfiné et tout le monde pourra retrouver, pas une vie normale, parce qu'elle ne sera pas normale, la vie, quand on va
on va reprendre. En tout cas, on sera dans la possibilité de pouvoir aller et venir plus facilement. Tout de suite, une précision pour les personnes âgées ou isolées et vulnérables qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et qui ne sont pas répertoriées par le CCAS. Qu'est-ce qu'on a prévu pour elles? C'est pas compliqué. S'il y a ce cas de figure-là, il suffit d'appeler au téléphone au 0800, je n'ai plus le numéro en tête, et donc là, à ce moment-là, on va répondre et on prendra un rendez-vous où on ira le livrer, où une tierce personne viendra le récupérer. Enfin bref, il y aura un moyen par rapport à ce public-là spécifique. En tout cas, chaque Anglois, parce que c'est ça qui m'importe, chaque Anglois aura la possibilité de venir avoir un masque gratuit pour pouvoir aller et venir. Je rappelle quand même que le masque n'est pas obligatoire. Le port du masque n'est pas obligatoire. Il est plutôt conseillé quand on ne peut pas avoir cette distance entre chacun et chacune d'entre nous. Donc, voilà. Et on va préciser qu'il s'agit de masques en tissu. En tissu, lavable et aux normes AFNOR. Donc, tout ceci est dans les règles. Seulement préciser une chose, avec l'agglomération Pays Basque, nous avions commandé 600 000 masques. Donc, ça veut dire que pour la dotation d'Anglet, il y aurait 2 masques par personne. Et j'ai souhaité, avec mon équipe municipale, le conseil municipal, aussi faire une commande personnelle, ce qui veut dire qu'à terme, les Anglois auront 3 masques en tissu à leur disposition pour pouvoir aller et venir comme ils le souhaitent. Alors, il y avait une question justement à ce sujet, on va commencer par là. Vous y avez partiellement répondu, mais est-il vrai, c'est une question de Muriel, est-il vrai que vous n'allez distribuer qu'un masque par personne, alors qu'il faut le changer très régulièrement? 2 aurait été mieux. Voilà. Alors, Muriel, je pense que je lui ai répondu, bien évidemment. Alors, donc là, on va distribuer ce qu'on a pour ce week-end, pour dimanche. Donc, je pense qu'il y en aura un. Si on a une bonne surprise, peut-être qu'il y en aura 2. En tout cas, pour le moment, j'ai la certitude d'en avoir un. Et à terme, il y en aura 3, puisque avec la commande que nous avons passée avec la ville et la commande qu'on a passée avec l'agglo, chaque Anglois sera doté de 3 masques. Quelques inquiétudes de la part de nos internautes en ce qui concerne le lieu de vote, le lieu de récupération. La question vient de Claire. Pourquoi ne pas avoir distribué les masques à domicile, comme dans certaines communes voisines? N'y aurait-il pas un risque à aller chercher le masque dans un bureau de vote? Alors, je redis un peu ce que j'ai dit en préambule tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de risque parce que d'abord, c'est pas un bureau de vote. C'est un endroit où on va, comme un drive, où on va récupérer son masque. Toutes les mesures sanitaires seront prises et le personnel sera équipé, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi pas avoir fait par les boîtes aux lettres? Parce que tout simplement, je ne suis pas sûr que par une distribution boîte aux lettres, comme c'est fait dans d'autres villes, tout le monde aura la possibilité d'avoir eu un masque pour dimanche, pour la semaine qui vient. Donc c'est très long, ça demande beaucoup de temps. Je pense que là, voilà, ça va faire une occasion aux Anglois de revenir vers un endroit spécifique qu'ils connaissent bien, de manière à pouvoir être équipés tout de suite, sans attendre une semaine ou plusieurs jours, l'attente du masque éventuel dans une boîte aux lettres. C'est un choix que j'assume et je pense que, me semble-t-il, pour répondre à être prêt à l'instant T pour le 11, c'est-à-dire pour lundi, c'était la bonne solution. Donc on donne rendez-vous aux Anglois dimanche pour la récupération de leurs masques. À Claire et à Muriel, entre autres. Entre autres, et puis le numéro vert pour ceux qui ont un problème à ce sujet. Et de toute façon, toutes les informations disponibles sur le site de la ville en Tout à fait, hein. Voilà. Vous avez tout compris. Un autre sujet d'importance et d'actualité qui a mobilisé beaucoup nos internautes et qui a été sujet à beaucoup d'interrogations ces derniers jours, vous l'imaginez, ce sont les écoles. Est-ce qu'en préambule aux questions qui ont été posées de manière très personnelle, vous pourriez nous brosser un petit peu la situation de cette rentrée? Quel a été le dispositif mis en place par la ville pour être prêt à la date de lundi prochain? Donc déjà, je veux dire à chacune, à chacun d'entre vous que la réouverture des écoles, elle a été décidée par un décret du Premier ministre. Voilà. Donc déjà, parce que j'entends ici ou là, c'est les maires, non. Le Premier ministre a publié un décret pour qu'on ait la réouverture des écoles à partir du 11, c'est-à-dire 11, la rentrée des professeurs des écoles, et le 12, la rentrée des élèves. Donc, nous sommes préparés à cette rentrée-là. Alors moi, je vais parler, pour ce qui concerne, bien évidemment, de ce qui m'incombe à moi, c'est-à-dire les locaux, la sécurisation et l'accueil des enfants, et aussi tout ce qu'on a mis en place au niveau sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place?
On a essayé d'organiser le travail des équipes municipales, de prévoir aussi la restauration scolaire et bien sûr d'informer les familles. On est parti d'un préalable qui nous a été donné par directive avec l'inspecteur d'académie, c'est-à-dire que la priorité est donnée bien évidemment aux élèves de CP, aux élèves de CM2 et à la grande section maternelle. Donc ce qui veut dire qu'on a une base, un cadre, et sans oublier, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'on le fait depuis déjà le début du confinement, on accueille les enfants de personnel soignant, de personnel de force de l'ordre, et aujourd'hui des auxiliaires de vie, et aujourd'hui des enseignants. Donc il faut qu'on réponde à tous ces enfants-là. Et donc on s'est mis en ordre de marche, en sachant qu'il y a un préalable par rapport à ça, c'est que pour les groupes élémentaires, il ne peut y avoir que dans chaque classe 15 élèves, et en maternelle 10 élèves, et donc avec le respect toujours de ces règles de distance, c'est-à-dire 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre sur le côté, droit et gauche, ce qui veut dire que par enfant, il y a à peu près 4 mètres carrés qui est sanctuarisé. Donc, tout ce qu'on a fait, nous, au niveau de la ville, est très simple, c'est-à-dire qu'on s'est mis en ordre de marche, que ce soit au niveau de la cour de récréation, que ce soit les classes, tout a été organisé, et je salue là le travail de mes équipes qui se sont chargées de ce travail-là. Donc, tout est en capacité aujourd'hui pour accueillir les enfants. Donc, là-dessus, nous n'avons pas de problème. Pour ce qui est du problème sanitaire, parce qu'il a fallu qu'on ait un protocole sanitaire strict qui nous a été demandé par l'Éducation nationale et la jeunesse, donc nettoyage, bien évidemment, et désinfection des locaux, et bien sûr de la formation de nos propres personnels par rapport à ça, une dotation du personnel municipal en équipement de protection individuelle, c'est-à-dire masque, c'est-à-dire blouse, c'est-à-dire visière, parce qu'on va les doter aussi de visières, et aussi l'application de ces fameux gestes barrières que l'on doit avoir chacune et chacun d'entre nous, pas seulement dans les écoles. Donc l'aménagement des locaux, je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation des classes aussi 15 et 10, et on a essayé de trouver aussi des solutions pour les petits de sieste dans des locaux à part, avec toujours cette fameuse distance physique que l'on doit avoir entre chaque élève. Fléchage, sens de circulation dans les écoles pour éviter que les élèves se croisent, l'accueil et le départ des parents des élèves des groupes scolaires vont se faire aussi dans des règles très très précises. Donc voilà, nous sommes prêts. Par contre, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'attends le retour de l'inspecteur d'académie et des directeurs d'école de chaque établissement scolaire d'Anglet pour pouvoir dire combien de nombre d'enfants seront susceptibles d'être accueillis dans les écoles. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que ça appartient à l'Éducation nationale. Ils sont un peu en retard, je vous l'avoue. Il y a d'autres villes où ils ont été plus réactifs. Écoutez, dès que j'en saurai plus, on communiquera vers les parents pour leur dire comment cela va se passer. Bien évidemment, on va assurer le périscolaire comme on le faisait jusqu'à maintenant, avec toujours ces fameuses règles sanitaires que l'on doit appliquer. Les repas de midi Alors les repas de midi, on est plutôt sur une recommandation du gouvernement, c'est-à-dire que les élèves qui seront reçus dans l'école vont déjeuner sur leur lieu de classe avec un petit repas froid, mais enfin de qualité quand même, de manière à pouvoir répondre à l'alimentation des enfants. En tout cas, vous tenez à rassurer les parents, toutes les dispositions ont été prises pour respecter le protocole sanitaire mis en place, souhaité par l'Éducation nationale. Alors, je veux les rassurer parce que pour nous, moi je vais vous le dire très clairement, si on n'avait pas eu la capacité à le faire, j'aurais pris la décision de demander au préfet de ne pas ouvrir les écoles. Je suis en capacité de le faire. Aujourd'hui, tout le service est en route et en marche pour pouvoir le faire. Donc, on va répondre au décret du Premier ministre qui demande à ce que les enfants puissent partir. Alors, en sachant que ce que l'on met en place là, on va monter en charge toutes les semaines, puisque je crois savoir que ce régime CM2, grande section et CP, on va aller comme ça jusqu'au 2 juin, et après on va monter en charge. Donc voilà. Mais on est en capacité, nous, à s'adapter et à pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité dans les écoles d'anglais. Dans l'ensemble des écoles d'anglais. Tout à fait. Question très précise de la part de Katisha.
Ayant mon enfant en CE1 Jean Jaurès, je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas du tout de classe avant le 2 juin, et après non plus si les conditions sanitaires imposées ne changeaient pas. Trouvez-vous ça normal? Ne pourrions-nous pas trouver une solution pour que chaque enfant ait au moins un jour de classe par semaine jusqu'en juillet? Alors, Katisha, je trouve normal ou pas, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, aujourd'hui, il y a des règles qui ont été mises par l'Éducation nationale que je suis chargé d'appliquer. Oui, les CE1 ne sont pas prévus dans la première, on va dire, jusqu'au 2 juin à rentrer immédiatement dans les groupes scolaires. Il faudra attendre. Je pense que l'Éducation nationale va quand même assurer, me semble-t-il, mais je crois que je ne me trompe pas, une éducation avec autre que la présence de l'enfant à l'école, et donc cela va être assuré. Je n'ai pas à juger si c'est dommage ou pas. En tout cas, si demain on nous dit il faut prendre une partie faire rentrer les CE1, ben, on les prendra, mais c'est pas à moi à le dire, c'est à l'Éducation nationale à répondre à cette question. Je réponds à Katisha que nos locaux sont prêts et disponibles à pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité dans l'école. Question de Sandrine. Mon fils est en CM1 à Jules Ferry et va donc continuer l'école à la maison jusqu'au 1er juin puisqu'il n'est pas concerné par les priorités. C'est ça. Que dois-je dire à mon employeur pour la suite? L'école pourra-t-elle éventuellement me délivrer une attestation? Bien évidemment, puisque ça a été annoncé par le gouvernement. Je veux dire à Sandrine qu'il suffit qu'elle demande une attestation par rapport à son groupe scolaire qui vont lui délivrer. Et bien évidemment, jusqu'au 2 juin, me semble-t-il, toutes les règles de chômage partiel sont en vigueur, donc elle pourra, pour garde d'enfant, puisqu'il y a impossibilité d'accueillir l'enfant dans le groupe scolaire, elle aura droit à rester chez elle et à s'occuper de son enfant. Une question d'Éric. Qu'en est-il du transport scolaire pour les enfants? Alors le transport scolaire pour les enfants, alors on n'est pas très concerné nous sur la ville parce qu'on n'a pas un transport scolaire dédié. Mais si les enfants devraient monter dans un bus pour se déplacer, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment là aussi il va falloir prendre toutes les mesures de distance entre chaque enfant. Ce qui veut dire qu'il y aura un siège sur deux, et plutôt côté fenêtre pour se laisser en plus la rangée d'accès au transport en commun. Donc, bien évidemment, les enfants pourront monter sous ces conditions-là dans un transport scolaire. Quand on parle des écoles, on parle bien évidemment aussi de l'accueil périscolaire, et on pense à l'accueil de loisirs sans hébergement de Baroja. Une question de Patricia. Bonjour, comment se passera l'accueil à Baroja les mercredis? Eh bien, dans les règles sanitaires qui nous ont été demandées, on est aussi prêt à accueillir les enfants à Baroja par rapport à ça, y compris, on a commencé à réfléchir pour les futures vacances. On est en capacité aussi, là, à recevoir tous les enfants à Baroja avec les mêmes règles sanitaires de distance entre chacune et chacun, et éviter de se croiser avec un sens de circulation. Voilà, on n'a pas de souci par rapport à ça. Mais ça sera progressif, il y aura d'abord... Toujours progressif. On va d'abord s'occuper de la première trame des enfants, CM2, grande section et CP. Et après, on prendra en charge et on montera en charge progressivement sur le reste des enfants qu'on peut accueillir à Baroja. Donc mercredi 13 mai, les enfants prioritaires. Et l'ensemble des enfants, tout à fait, une semaine plus tard. Tout à fait. Voilà. Très bien. Question de Géraldine. Les crèches vont-elles rouvrir et dans quelles conditions? Bien évidemment, là aussi, on s'est préparé à pouvoir accueillir nos petits dans les crèches avec là aussi les règles qui nous ont été imposées avec le gouvernement, dans le respect de ces mesures sanitaires. Bien évidemment, on a tout mis en œuvre, un protocole sanitaire, pour pouvoir mettre à la même distance physique, l'application des gestes barrières, enfin je ne vais pas limiter tout ça. Alors l'ouverture des crèches, on ne va pas être en capacité, la Maïlis de Mendit, où on était à plus de 20, on tombe à 11, et la Quintao, on était à 25 je crois, et on tombe à 20, et donc on va pouvoir là aussi, toujours pareil, les enfants prioritaires de métiers spécifiques vont être accueillis,
et les autres ne le seront pas, mais on est en capacité de pouvoir ouvrir nos crèches aussi totalement dès lundi. Et là aussi, vous tenez à rassurer tous les parents, toutes les dispositions sanitaires. Bien sûr. Tout est en place pour pouvoir accueillir dans des conditions sanitaires rigoureuses les enfants. Après les masques, après les écoles, il y a un troisième sujet qui préoccupe beaucoup et de plus en plus les administrés. Ça concerne les plages, vous l'imaginez. Qu'en est-il aujourd'hui de l'ouverture des plages? Nathalie vous demande pourquoi ne prenez-vous pas position, comme le font de nombreux maires de communes en bord de mer, pour l'ouverture des plages? Elle ajoute, pensez-vous que nos jeunes seront plus en sécurité à déambuler dans les galeries marchandes et les magasins, plutôt que de faire du sport, de nager, de pêcher, et on pourrait y rajouter évidemment de surfer? Très bien. Alors je vais répondre à Nathalie. Très concrètement, prendre position, je vais vous dire pourquoi jusqu'à maintenant vous ne m'avez pas entendu sur ce sujet. Parce que nous sommes là aussi, on doit répondre à ce que nous demande le gouvernement, et le gouvernement aujourd'hui est en train de nous expliquer qu'il ne veut pas ouvrir le littoral, alors pas que le littoral anglois, mais le littoral dans l'ensemble du territoire national, pour plusieurs raisons. D'abord, il a la crainte d'avoir une arrivée massive sur les plages. Il a la crainte aussi de ces fameux week-ends un peu longs que nous avons sur le mois de mai. Alors tout ça, moi, je peux l'entendre. Après, il y a une capacité aussi à gérer la distance que l'on doit avoir entre chacun, c'est-à-dire vous avez un individu 4 mètres carrés autour, et c'est un peu comme pour les enfants. Et après, comment on gère tout ça? Donc, moi, aujourd'hui, venir faire de la politique pour faire croire, parce que c'est ça le danger, faire croire que c'est une décision du maire qu'on peut ouvrir ou pas, ou fermer une plage, c'est mentir à ses citoyens. Donc moi, je ne suis pas sur ce registre-là, je ne fais pas de la politique sur le sujet, j'essaye d'être pragmatique, j'essaye de répondre à ce que le gouvernement me demande de mettre en place. Alors, après, j'ai une idée là-dessus, vous savez, je suis un père de famille, j'ai mon fils qui est surfeur, qui aime l'eau, j'ai le débat à la maison, je suis en train de lui expliquer les tenants et les aboutissants, essayer de lui expliquer aussi qu'il faut être raisonnable, peut-être pas aller trop vite, parce qu'on peut avoir un afflux de personnes incontrôlables sur les plages. Qui fait quoi? Comment on gère? Donc tout ça, il faut être prudent. Donc moi, je ne vais pas faire de la politique, je ne suis pas là pour en faire, il y a d'autres qui en font à ma place, ils s'en chargent, ils sont là sur de la communication, ils font tous les plateaux, y compris de chaînes nationales. Moi, j'en suis pas là. J'essaye de répondre à ce que va me demander le gouvernement. Donc j'attends très tranquillement cet après-midi ce que va annoncer le Premier ministre. S'il nous dit qu'on peut trouver des solutions et d'ouvrir les plages demain sous les conditions qu'il mettra, je suis en ordre de marche pour pouvoir y répondre. S'il me dit qu'il ne faut pas ouvrir les plages pour telle ou telle raison, je serai aussi là attentif à ce qu'il me dit. Donc je ne vais pas faire, je suis moi comme vous, je veux dire, quand je passe le long du boulevard des plages et qu'on ne peut pas tourner, et qu'on ne peut pas aller admirer la mer, je sais toujours qu'elle est là parce que des fois on l'entend. Bien sûr que je suis le premier meurtri, il faut savoir ce qu'on veut. 25 000 morts en France aujourd'hui, 25 000 morts. Est-ce qu'on veut, je ne vais pas faire du catastrophisme, est-ce qu'on veut s'en sortir vite? On a aujourd'hui la chance d'être dans un département dit vert. Peut-être là, il y a eu une erreur de communication. Je pense que je vais, alors pas tacler, mais enfin dire ce que je pense par rapport à ça. Je pense que cette carte de vert, rouge par rapport au département, on l'a sortie beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. On aurait dû la sortir, voilà, peut-être demain. Pourquoi je dis ça? Ça a créé de l'impatience et quelque part un peu d'imprudence. Donc, gardons en mémoire qu'il y a quand même ce virus, qu'il est là, qu'il n'est pas parti, qu'il ne s'est pas évaporé. Donc, voilà, je vais essayer d'adapter ce que me demandera le gouvernement par rapport à l'ouverture des plages. Si demain, il nous donne une solution, une possibilité de le faire, voilà, je veux rassurer Nathalie, nous sommes prêts. Je veux dire aussi quelque chose qui est très important. Ouvrir les plages, d'accord. Moi, je veux dire à Nathalie que je suis dans l'incapacité aujourd'hui de mettre des sauveteurs sur les plages. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été capable, confinement oblige, de faire de la formation, piscine fermée, pas d'entraînement, pas pouvoir faire passer les épreuves et pas pouvoir recruter. Donc je suis en train de demander au préfet de me laisser 2 jours pour que je puisse envoyer les jeunes avec toutes les règles de distance.
et de sécurité pour pouvoir aller les former. Parce que si demain, je n'ai pas cette formation-là, je ne peux pas recruter les 80 sauveteurs que j'ai besoin, non seulement sur la saison. Vous savez, rappelez-vous, quand il faisait beau au mois de mai, sur des week-ends spécifiques, 8 mai, Ascension et compagnie, on ouvrait les plages. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de le faire. Donc ça aussi, il faut que chacune et chacun d'entre nous le sache, parce que ouvrir les plages, aller surfer, aller se promener, c'est bien, mais il y a tout un... Enfin, voilà, il y en a qui font de la politique. Moi, j'essaye de gérer le mieux possible, me semble-t-il, le quotidien de mes administrés, et en tout cas de leur faire prendre le moins de risques possible. Il y a eu des prises de position de certains élus, de certains relais d'opinion sur le concept de plage dynamique, à savoir on va à la plage, on se baigne, on surfe, et puis on ressort, on ne pose pas de sa serviette. Est-ce que vous avez une position par rapport à ce concept? J'ai pas de position, je crois savoir. Alors moi, j'entends tout et son contraire. Hein. Il paraît qu'en Australie, c'est venu une idée d'Australie. Bon, il paraît qu'ils sont revenus en arrière. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, à vérifier. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Est-ce que c'est ces règles-là? Alors, qui fait appliquer ces règles? Comment on gère ça? Moi, c'est pas la plage, c'est pas une petite baie. Hein. J'ai 4,5 km de plage. Comment on gère le flux? Est-ce que je vais à l'eau? Donc voilà, moi, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Si demain, j'ai la réponse, si demain, on me donne des solutions, si demain, si cet après-midi, le Premier ministre dit ah bien, on va créer des plages dynamiques avec ce que vous êtes en train de me dire, pourquoi pas? On va tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. On peut espérer quand même qu'un beau jour viendra où nous pourrons retrouver l'usage de nos plages. Il faut le souhaiter. La ville est prête. Vous avez une idée, une stratégie de comment ça se passera ce jour-là? Bien sûr qu'on est prêt, parce qu'on est quand même, on reste pas nos mains dans les poches. On essaye de travailler, notamment avec les services de l'État, et on essaye d'avoir une cohérence avec les autres services des villes côtières. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, si demain on doit avoir une ouverture des plages, elle ne peut se faire que sur l'ensemble du territoire. Elle ne pourra pas se faire au coup par coup. Et elle ne pourra pas se faire au cas par cas. Parce que là, donc il faut qu'on ait une réflexion de comment on va gérer l'ensemble du littoral aquitain. Il faut qu'on ait une réflexion de comment on va porter la possibilité aux gens d'aller à la plage. Donc tout ça est un travail. Demain, si on nous dit la saison, on va pouvoir la vivre normalement, ce que je souhaite, eh bien, bien sûr qu'on est prêt, bien sûr qu'on est en train d'y travailler, et ça sert à ça aussi pour trouver un peu de temps, pour qu'on puisse être opérationnel le moment venu. Quand on parle des plages, on peut évoquer les activités nautiques. Question de Julien, la Gironde compte autoriser, alors l'exemple de la Gironde bien sûr, compte autoriser la plaisance tout en laissant les plages interdites. Une mesure à double vitesse. Qu'en sera-t-il à Anglette? Alors c'est pas une décision anglo-angloïde. Ça va être une décision préfectorale, gouvernementale, donc préfectorale, avec un arrêté qui va être pris. Et effectivement, dans cet arrêté, d'après ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, puisque je viens de finir une audioconférence avec le sous-préfet de Bayonne, ils sont plutôt enclins à laisser repartir la plaisance avec une sanctuarisation de la bande des 300 mètres proche du rivage. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une décision angloïde, ça va être une décision préfectorale qui va être calée, je pense, sur l'ensemble du littoral aquitain. Pour nos amis surfeurs, la décision relèvera aussi de l'État. Exactement. Moi, je suis en train de... Je vous le dis, mon fils, je lui dis tous les jours, il faut attendre la décision préfectorale et gouvernementale. À Anglette, quand on évoque les plages, on pense bien sûr à la promenade Victor-Mendibourg. Alors, Pierre vous demande quand pensez-vous autoriser la balade le long de la promenade? Pierre, je ne vais pas faire la langue de bois, effectivement. Si demain on est sur une possibilité de rouvrir le littoral, bien évidemment, la promenade Victor-Mendibourg sera libérée. Si demain on est sur la situation de nous dire les plages sont fermées, j'ai cru comprendre, j'ai pas cru comprendre parce que c'est une discussion qu'on a eue avec le préfet, que les sentiers littoraux, y compris la promenade de Victor-Mendibourg, seront toujours inaccessibles par rapport à l'étroitesse de la... Et puis après, il faudra attendre. Mais là aussi, dès qu'on sera en position de le faire,
il n'y a pas de souci. Alors peut-être qu'il faudra réfléchir pour éviter de se croiser pendant un certain temps, bien de donner un sens de circulation, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir avec mes équipes un coup d'avance, parce que si on nous dit vous pouvez y aller, on va peut-être nous dire vous pouvez y aller avec des contraintes, mais déjà il faut essayer de réfléchir comment on peut trouver des solutions à ces problèmes-là. Oui, parce qu'il faudra respecter les mesures de distanciation Toujours sociale. pareil, il faut toujours penser à ça. Voilà, c'est la distance, 1 mètre, éviter de se croiser, et donc voilà, il faut qu'on arrive à toujours respecter ça. Je pense que les gestes barrières sont peut-être la clé de se débarrasser on ne pourra plus vivre comme on vivait avant. Enfin, ça, il faut que tout le monde puisse le mettre dans. C'est difficile pour moi parce que moi aussi, j'ai beaucoup l'habitude de serrer des mains, et bien aujourd'hui, je m'abstiens parce que c'est comme ça. Mais on gagnera ce combat-là contre ce virus que par des répétitifs, des gestes barrières, et faire attention à ce qu'on fait. À Anglette, il y a les plages, mais il y a aussi les autres espaces naturels. Sarah vous demande quand est-ce que la forêt de Shibata sera de nouveau accessible, et si ça sera le cas le 11 mai. Oula, il n'y a pas que Sarah, parce que je connais plein de monde qui sont meurtris là aussi de ne pas pouvoir aller promener dans cette belle forêt du Pignada. Effectivement, à partir du 11, si tout ça nous est confirmé aujourd'hui, eh bien on pourra rouvrir le Pignada, le Lazaret, on pourra rouvrir aussi la plaine du Marin, très attendue, qui est voilà, les gens piétinent, piaf, pour pouvoir retourner dans des endroits aussi merveilleux que nous avons en Anglette. À partir du 11 mai, vous avez bon espoir. Oui. Pour l'ensemble des parcs et jardins d'Anglette, oui, à une exception près, c'est les aires de jeu pour les enfants. Alors c'était une question précisément de Annie qui venait. Quand est-ce que pensez-vous que les aires de jeu seront ouvertes? C'est pas possible parce que là, ça va être très. Enfin, ça nous est précisé, ça nous a encore été précisé tout à l'heure avec le sous-préfet de Bayonne. Là, il y a un problème de proximité. Les enfants jouent ensemble, se touchent, etc. C'est tout ce qu'il faut éviter. Donc, les aires de jeu pour les enfants seront encore fermées le temps, au moins jusqu'au 2 juin. Ils seront interdits. Le parc Isadia. Le parc Isadia, donc là, il est dans la bande du littoral. Si aujourd'hui on ne peut pas avoir l'accès aux plages, bien évidemment, le parc Isadia restera fermé et interdit au public. Beaucoup de questions concernant les équipements municipaux. Jean-Michel vous demande quand est-ce que la bibliothèque municipale va rouvrir? Alors Jean-Michel, je vais lui répondre très, très tranquillement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la capacité à réouvrir la bibliothèque par rapport à la physionomie de la bibliothèque. On n'arrive pas à mettre un sens de circulation. Enfin bref, il y aurait trop de gens qui seraient à trop proche proximité. On est parti sur un drive de la bibliothèque. On est en train de le mettre en place avec des services à partir du 11. Il faut savoir qu'on a à peu près à partir du 19 mai. Pourquoi le 19 mai? Parce qu'on a 23 000 documents qui sont dehors, qu'il faut que l'on récupère sous forme de drive, que l'on désinfecte, qu'on remette. Bon, voilà, tout ceci est en train de se mettre en route. La bibliothèque n'ouvrira pas en tant que telle, mais la bibliothèque fonctionnera à partir du 19 mai en drive. On pourra venir y déposer et y chercher des documents en allant sur le site, etc. etc. L'ouverture plus importante de l'équipement sera progressive. Rendez-vous le 2 juin. On verra le 2 juin comment on pourra avancer sur ce sujet et sur les autres. Les équipements sportifs comme Expéan. Là, c'est pareil. Toutes les activités sportives en plein air et sans contact vont pouvoir reprendre à partir du 11. Tout ce qui est à l'intérieur et groupés ne pourront pas reprendre, c'est-à-dire Expéan, c'est-à-dire Elogar, c'est-à-dire la piscine, etc., etc. Donc mais tout ça va être dit, me semble-t-il, dans la loi qui va être votée, je pense, aujourd'hui. Vous avez répondu sur la piscine, il y avait beaucoup de questions à ce sujet. Pardon si je parle trop, j'anticipe peut-être les questions. Mais la piscine, c'était important parce que les gens l'attendent un peu comme la mer. C'est ça. La question se pose, vous avez entamé la réponse tout à l'heure sur les sauveteurs côtiers.
Avez-vous une idée de quand pourra avoir lieu ce recrutement? Et d'une manière plus générale, avez-vous une idée de Alors, le courrier que j'ai signé, si ma mémoire ne me trahit pas, j'ai demandé une dérogation pour le 22 ou le 23 mai pour les épreuves en mer. Voilà, donc ça pourrait être autour de cette date-là. Et bien évidemment, après, de là en découlera, une fois qu'on aura le résultat de ces épreuves, le recrutement des saisonniers pour la saison à venir, en espérant qu'on puisse fonctionner sur une saison dite normale. Et pour l'ensemble des autres jobs d'été? Eh bien, on va adapter le recrutement des emplois saisonniers à l'activité saisonnière que l'on aura et qui sera autorisée sur la saison. On n'aura pas une saison comme les autres, vous vous doutez bien. Vous avez vu que tous les grands rassemblements sont tombés pour tout l'été, donc 5000 personnes autorisées. Mais quand vous ramenez 5000 personnes à la distance que vous devez laisser entre chaque individu, c'est-à-dire 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 4 mètres carrés, 5000 personnes à chaque fois 4 mètres carrés, voilà, ça met à mal beaucoup de grands rassemblements. Il n'y aura peut-être pas la totalité des recrutements des années habituelles. Peut-être pas, à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien, parce que si demain on doit avoir une réflexion, notamment sur l'ouverture des plages, avec peut-être un peu plus de contrôle, ou en tout cas de souhait d'indiquer les gens à respecter les règles sanitaires, peut-être là qu'on va recruter un peu plus et ailleurs un peu moins. En tout cas, on adaptera, parce que c'est ça, hein. Aujourd'hui, bien malin peut dire demain ça sera comme ça sera blanc ou noir. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise, il faut que chacune et chacun comprenne ça, et donc il faut s'adapter à chaque fois sur éventuellement ce qui peut nous arriver ou ce qui peut s'arrêter. Est-ce que vous avez une idée d'une date à laquelle vous pourrez donner une réponse aux nombreux jeunes qui en attendent une? J'espère en tout cas leur répondre au plus vite. C'est malheureux, c'est faire une tanglette ici. Oui, c'est une réponse de Gascon. Non, je rigole. Mais quand j'en saurai plus, j'essaierai de répondre à chacun d'entre eux une réponse. Voilà. D'ailleurs, les réponses que j'ai faites, notamment sur Baroja, sur le recrutement des jeunes que l'on doit prendre pour le centre de loisirs, j'ai mis une phrase qui dit « sous réserve de ». Concernant toujours l'été, Patrick vous demande si les animations seront partiellement maintenues. Les animations, Patrick, j'espère qu'il a bien compris ce que je viens de dire, c'est qu'évidemment, tous les grands rassemblements qu'on avait déjà arrêtés jusqu'au 14 juillet, au 15 juillet, bien évidemment, tout le reste et tous les grands rassemblements qui vont arriver après, au mois d'août, alors je ne les ai plus en tête, mais le WQS, le surf de nuit, le beach rugby, tout ça ne pourra pas se tenir, bien évidemment, pour les raisons que tout le monde connaît, par rapport d'abord à un grand rassemblement, et puis à ces fameuses distances qu'on doit avoir entre chacune des personnes. Donc pas de grand événement anglais cet été jusqu'au 31 août? Je ne le pense pas, non. Peut-être des petites animations? Oui, on va essayer de compenser, trouver des solutions. On ne va pas non plus se coucher à 9h du soir. Hein. On va essayer de continuer à vivre avec la possibilité de faire les choses correctement. Moi, je veux que chacun ait toujours en tête que ça ne va pas s'arrêter d'un coup d'un seul. Et que la vie d'après ne sera peut-être pas tout à fait la vie d'avant. En tout cas, pour un certain temps. C'est ça qu'il faut faire passer comme message. Il faut toujours garder ça en tête. Ce maire, il y a une question aussi qui a beaucoup animé les interrogations de nos internautes, c'est le marché du Qingtao. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Est-ce qu'il va retrouver sa forme normale bientôt? Alors, le marché, bien évidemment, en tout cas, on a essayé de répondre à nos producteurs, on a essayé de trouver des solutions avec ce drive qui a très bien marché. On était à peu près sur 1700 commandes par chaque jeudi. Oui, le marché va reprendre. Oui, le marché va reprendre, de Qingtao va reprendre dès la semaine du 11, sous certaines conditions. Ça ne sera pas un marché totalement comme avant. D'abord, il sera totalement clos et fermé. Voilà, on ne pourra plus accéder au marché de part et d'autre. Il y aura une entrée et une sortie. Il va être clos par des grandes barrières métalliques qu'on appelle des vites-clos, que l'on retrouve notamment sur les grands événements style je cherche le nom. Ce qu'on fait, la brocante. Style la brocante, donc ça va être fermé. Il va y avoir une entrée à l'est et une entrée à l'ouest.
Comme ça, les gens ne pourront pas venir accéder. Il n'y aura plus de transversal dans le marché. Les allées ont été agrandies, on va passer de 3 à 5 mètres. Un sens va être donné au marché, c'est-à-dire on rentrera d'un côté, on sera obligé de faire le tour pour avoir et éviter de se croiser. On ne pourra plus se servir, mais les commerçants vont être obligés de servir les clients avec toujours ces fameux gestes barrières. Et donc, on va laisser rentrer un certain nombre de personnes, on bloquera pour pas qu'il y ait... bon, tout ça est en train de se mettre en place. On sera opérationnel dès jeudi. En tout cas, c'est mon souhait, mais les équipes ont extrêmement bien travaillé pour que l'on soit prêt, jeudi. Donc voilà, le marché de Qingdao. Alors attention, hein, on est toujours avec les commerçants habituels qui sont abonnés. Les autres qui ne sont pas abonnés ne seront pas acceptés sur le marché pour une raison simple, qu'on va être obligé de donner un peu d'air pour répondre à ces règles sanitaires, et donc on ne pourra pas prendre tout le monde, on va juste prendre les abonnés du jeudi et juste prendre les abonnés du dimanche pour pouvoir avoir, et l'ensemble des commerçants vont reprendre leur activité, bien évidemment, mais pas ceux qui viennent comme ça au coup par coup. Donc ça ne se limitera pas à une offre alimentaire. Non, on va retrouver, vous allez retrouver votre marché habituel avec un sens de circulation, avec une entrée et une sortie, et ça, me paraît essentiel. Si l'on veut tenir notre marché, mais voilà, il va falloir passer par ces quelques contraintes. Moi, je suis prêt à les mettre en place, et je sais que les Angois vont être prêts à les suivre de manière à pouvoir accéder de nouveau à leur marché Qingdao. Et c'est une formule qui sera opérationnelle dès jeudi prochain, 14. Cette formule sera opérationnelle dès jeudi, et bien évidemment, elle sera tenue tant que nous serons dans une période comme ça. Donc le drive avait lieu pour la dernière fois aujourd'hui. C'est ça, je ne sais pas si... Un drive qui a bien marché. J'ai pas pu y passer, mais je sais que, ah oui, ça a très bien marché. En tout cas, moi je remercie les équipes qui y ont pensé, qui l'ont mis en place. Ça a été un gros travail, mais en tout cas, je pense que ça a été apprécié. Monsieur le maire, nous avons eu plusieurs questions liées à la mobilité en ces temps où elle est forcément contrainte et restreinte. Chantal vous demande, dans la mesure où le déconfinement prévoit un trajet autorisé de 100 km, devra-t-on établir une attestation si on change de département, par exemple pour aller dans les Landes? Ça dépend pour quel déplacement vous devez aller dans les Landes. Parce que si vous devez aller dans les Landes pour un déplacement professionnel, sur 100 km, vous pouvez le faire, avec une attestation. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, l'attestation pour les 100 km sur un déplacement en dehors du... Tout ça à vérifier dans le cadre de la loi qui va être votée cet après-midi. Mais si vous restez dans les 100 km, dans le département, vous ne bougez, vous n'avez pas besoin d'attestation. Donc tout ce que je dis là, à vérifier dans la loi qui va être promulguée cet après-midi. Toujours sur le chapitre de la mobilité, vous l'imaginez, le vélo reste une préoccupation de nos concitoyens. On entend partout que le vélo est préconisé comme un mode de transport idéal pour assurer la distance sociale et faire face à la pandémie, vous dit Jean-Noël, en plus de tous les autres avantages qu'il procure sur le plan de la santé, de l'écologie, de l'économie. Pensez-vous prendre des mesures urgentes pour rendre la ville d'Anglet cyclable? Alors, Jean-Noël, je veux juste rappeler à Jean-Noël qu'on doit être la ville qui a le plus de pistes cyclables. On doit avoir une quarantaine de kilomètres. Bref. Aujourd'hui, la problématique qu'on a sur le transport collectif, c'est qu'on sait qu'il va y avoir la crainte des personnes pour rentrer dans des transports collectifs par rapport à la proximité des uns et des autres. Donc effectivement, Elisabeth Borne, la ministre, a demandé aux syndicats et aux collectivités qui sont en charge des transports de regarder, et ça s'est fait dans beaucoup d'agglomérations et de grandes villes, de trouver des solutions provisoires, éphémères, sur la possibilité de mettre en place des pistes cyclables dédiées au vélo, justement pour permettre ce que vous venez de dire, peut-être là en mode de déplacement où les règles de distance sont totalement respectées. Alors on y a travaillé, on y réfléchit avec le syndicat des mobilités, et je travaille avec les maires de Bayonne, de Biarritz, bien évidemment d'Anglet, pour trouver des solutions. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pourquoi pas des couloirs
un couloir de circulation neutralisé sur le BAB, sur Aritzag, sur les Hauts de Bayonne, enfin bref, on devrait arriver à proposer quelques solutions d'ici la semaine prochaine, en sachant que ceci n'est simplement provisoire et éphémère, puisque quand on va arriver à une période, on va dire, dite normale, il faudra lever le dispositif, ce qui va nous permettre aussi de mesurer l'appétence pour ce mode de déplacement avec des comptages sérieux, de manière à voir et peut-être nous projeter dans un avenir proche sur des futurs aménagements définitifs et pérennes, cela-là. Alors justement, Javier vous demande s'il est vrai que le projet de piste cyclable sur le boulevard du BRB est en train de prendre forme et quand est-ce qu'on pourra se déplacer en vélo sur cet axe de manière sécurisée. Alors, il prend forme, oui. On attend les retours de savoir dans quel couloir on doit neutraliser, si c'est dans le sens Biarritz-Bayonne ou Bayonne-Biarritz. De travailler, bien sûr, parce que ça, il faut la validation des maires concernés, c'est-à-dire les maires de Bayonne, d'Anglet et de Biarritz. Et après, vous savez, c'est quelque chose de totalement léger, puisque ça va être des dispositifs de cônes et de balisage sur une voie. C'est quelque chose qui est très vite mis en place. Et on a là bien avancé avec le chiffrage du matériel, etc. etc. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès la semaine prochaine, milieu de semaine. Pierre vous demande si vous savez quand l'aéroport va rouvrir et pour quelle liaison. Alors, ce que je sais depuis peu, Pierre, il fait bien de me poser la question, parce que je le sais depuis peu, je le sais depuis l'audioconférence que je viens d'avoir avec le sous-préfet de Bayonne, où on nous annonce une reprise d'activité très, très, très faible de l'aéroport de Biarritz. Pourquoi ? Parce que Orly est fermé et il n'y a que Charles de Gaulle qui est ouvert. Donc, on nous dit qu'il pourrait y avoir une reprise très, très timide de deux voyages vers l'aéroport de Charles de Gaulle par semaine. Voilà. Voilà ce que je sais moi aujourd'hui, et ça à partir du 2 juin. Donc on est, voilà, c'est très timide. Je n'en sais pas plus. Ça, je peux le livrer à Pierre, parce que je viens de l'apprendre par l'audioconférence que nous avons chaque semaine avec le sous-préfet de Bayonne. Donc voilà, je crois que ça va être une reprise très timide, ce qui va mettre à mal, d'ailleurs, peut-être l'activité de l'aéroport de Biarritz, mais pas que de Biarritz. Et alors, plus près de nous, dans les transports en commun, Cécile vous demande comment va s'opérer la montée en puissance de la reprise des bus du réseau Chic-Chac. Alors là aussi, on y a travaillé sur la reprise du réseau Chic-Chac. Qu'est-ce qu'on a souhaité remettre en place ? On est en train d'être en ordre de marche pour lundi. On va avoir à peu près plus de 80% de notre réseau qui va être remis en route. Plus de 80%. Il y a des choses qui vont continuer, il y a des choses qui vont pas reprendre, parce qu'il faut avoir la capacité aussi des chauffeurs à manière de pouvoir répondre à cette montée en puissance à partir de lundi. Donc les lignes Chic-Chac vont reprendre. On va être sur de l'interurbain à peu près à 95%, le reste à plus de 80%. Il y a des choses qui ne vont pas reprendre. Les navettes de Biarritz gratuites ne vont pas reprendre, parce que c'est des tout petits véhicules. Là, vous avez compris que la distance entre chaque voyageur n'est pas possible. Celles de Bayonne ne vont pas reprendre. La navette fluviale va reprendre. Par contre, le passeur fluvial de Saint-Esprit ne va pas reprendre. Bon, voilà, on est en train de monter. On va aussi accentuer, en lien avec la question précédente, la location de vélos, la mise à disposition de vélos, ça va plutôt augmenter. Voilà, on est en train de se mettre en ordre de marche, y compris sur le transport des collégiens quand ils vont reprendre la route du collège. Donc, là aussi, on est en ordre de marche. On va pouvoir répondre à une attente du transport collectif dès lundi. Et on rappelle aux usagers qu'il faudra respecter les consignes de sécurité sanitaire. Et je veux rappeler aux usagers, parce que ça va être inscrit dans la loi, ils ne pourront monter que dans les transports collectifs équipés d'un masque. Et en respectant les distances. Toujours. Monsieur le maire, nous arrivons au terme de ce Facebook Live. Une dernière question en guise de conclusion.
Elle émane de René. Il vous demande s'il existera un document sur lequel tous les détails de ces modalités du déconfinement seront consignés et publiés, diffusés. Alors, comment on me dit le prénom? René. René. René, je veux juste dire à René que je me suis efforcé avec l'équipe qui m'entoure de tenir informés les Anglois par tous les moyens qui étaient à ma disposition. Je crois qu'il y a un site de la ville qui aujourd'hui est performant, qui fonctionne, et chacun a pu y puiser tout renseignement nécessaire pendant le confinement. Bien évidemment, on va continuer sur le même système. On a créé une page Facebook spéciale coronavirus, mais celle-là aussi va perdurer. On a fait un numéro spécial pour les Anglois, pour tout ce qu'on a mis en place, qui a été distribué la semaine dernière. Est-ce qu'il faudra faire une lettre d'information? En tout cas, je veux rassurer René, bien évidemment, tous les outils qui sont à notre disposition seront mis en place pour pouvoir continuer à avoir un dialogue permanent avec les Anglois. Et peut-être que celui-là, la deuxième prestation sur ce mode de dialogue avec les Anglois, est-ce qu'il en faudra un autre? Moi, j'y suis prêt. En tout cas, je veux les rassurer. Moi, ce que je veux dire en termes de conclusion par rapport aux Anglois, voilà, on n'est pas au bout du chemin. Cette histoire n'est pas finie. Tout n'est pas réglé. Ce virus, malheureusement pour nous, il n'est pas visible, il n'est pas lisible. Donc, il faut faire attention. Il faut continuer à être sur des gestes barrières. Il faut continuer à avoir cette règle qu'on s'est mis en place et essayer de les respecter. Il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour pouvoir se débarrasser au plus vite, en sachant que rien n'est gagné, que demain ça peut reprendre. Rien ne serait pire que de repartir à un confinement. Alors de grâce, pas d'impatience, pas d'imprudence, de la solidarité et du respect les uns les autres. Des fois, moi je vois les réseaux sociaux sur des décisions que l'on prend, ici ou là, sur un petit pseudo, les gens se font plaisir, ils sont en train de faire de la mauvaise information. De grâce, restons unis, restons groupés, restons solidaires, respectons ça, la partie n'est pas gagnée, et rendez-vous plus tard. Merci, monsieur le maire.